L'État est un délit de droit commun qui est bien encadré, qui ne correspond pas en fait à ce qui s'est passé. Le délit d'offense au chef de l'État n'existe plus, il a été abrogé en 2013 et ensuite on rentre dans des éventuelles infractions comme l'injure, la diffamation qui sont liées à la loi de 1881 concernant la presse et qui protège la liberté d'expression et qui ne permet pas de garde à vue. Donc clairement, on a détourné la procédure de la garde à vue. Après avoir pris connaissance du cas de la jeune femme, Jérôme a décidé lui aussi de poser une banderole à ses fenêtres. Quelques jours plus tard, surprise, la police sonne à sa porte et lui demande promptement de la retirer. Ils ont procédé à un contrôle d'identité, ils sont repartis, puis ils sont revenus une demi-heure après pour me demander de retirer la banderole. Et comme je leur ai demandé ce qui se passerait si je ne le faisais pas, ils m'ont dit que dans ces cas-là, ils seraient obligés de me conduire en garde à vue au prétexte d'outrage au chef de l'État. Ce lundi, dans une visioconférence, la Ligue des droits de l'homme a haussé le ton et dénonce une atteinte à la liberté d'expression. Envie de commenter l'actu ou de lâcher un simple coup de gueule? C'est Quartier Général, une émission animée par Vincent Bach. Bonsoir, nous sommes en direct sur Droit Citoyen, le média libre et citoyen. Ce soir, Quartier Général, retour à la normale parce que c'est le déconfinement dès lundi. Et ce soir, une émission spéciale argent, spéciale pognon, spéciale blé. On va parler argent, on va parler de salaire, on va savoir si le salaire à vie est une bonne solution pour un monde meilleur. Puisqu'aujourd'hui, on va aussi parler de l'après. On va parler de l'après et que du bonheur. Alors moi, je voudrais savoir dans un instant si je vais gagner plus que ce que je gagne aujourd'hui, puisque c'est un peu le but de l'émission, de savoir si on peut être pour ou contre le salaire à vie. Donc avec moi ce soir, les invités autour de Nicolas et de Linda. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Linda, je vais mettre la vidéo parce que bien entendu, on est en direct sur Facebook Live pour ceux qui nous suivent sur la web radio. Alors nous avons ce soir avec nous Nicolas Farkas. Est-ce que Nicolas m'entend bien ? Je t'entends bien, Vincent. Bah, c'est parfait. Et il y a aussi Linda Roux avec nous. Oui, bonsoir. Bonsoir Linda. Et notre invité spécial, je vais le présenter maintenant parce que sinon je vais oublier, ça se fait pas en plus, je suis désolé. Je connais pas tout le monde en tout cas. En tout cas, Bernard Friot, merci de nous faire le plaisir de nous rejoindre ce soir. Vous êtes sociologue et économiste. Vous êtes Vosgien, on est voisins puisque moi je suis originaire de Charmes. Vous voyez, donc au moins il y a quelque chose qui nous réunit ce soir. Voilà, et avec nous également Pierre de la chaîne Déco des Déco qui prend ses quartiers général aussi avec nous puisque c'est la troisième fois qu'il nous rejoint en direct sur Quartier Général. En tout cas, bienvenue à vous tous qui nous suivez sur le Facebook Live. Pensez à partager cette vidéo pour bien entendu participer en direct. Vous pouvez commenter. On essaiera de relier tout ça tout au long de la soirée. Donc Nicolas, est-ce que je vais pouvoir gagner plus de pognon à la fin de cette émission avec le salaire à vie? Oui, sans problème, bon. Sans problème, t'es au RSA de toute façon. Et je sais non, donc quoi qu'il arrive, tu vas gagner plus de pognon. En tout cas, vas-y, je te lance la perche. Et bon, du coup, on va peut-être présenter très rapidement l'idée salaire à vie pour ou contre. L'idée, c'est aussi de présenter le salaire à vie en regard de ce qu'est le revenu de base. Il y a une vidéo que tu as déjà fait tourner, Vincent, qui est une vidéo qui dure plus de 20 minutes. On va en passer que les 5 ou 6 premières minutes qui pose le cadre. Ensuite, on vous encourage vivement à retourner la voir parce qu'elle est très intéressante. Moi, personnellement, je l'ai regardée au moins une petite dizaine de fois, je pense, parce que je la trouve vraiment très très bien faite. Voilà, donc on va peut-être lancer cette vidéo et puis ensuite on partira sur cette base-là, à dire ce qu'on pense du revenu de base, tout le mal qu'on en pense, a priori, je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Et puis après, c'est surtout construire l'après dans le cadre des émissions, d'une suite d'émissions. Je sais pas, Linda, si tu veux présenter peut-être tout de suite, avant qu'on lance la vidéo, les émissions qu'on a déjà fait notamment avec Pierre sur la stratégie du choc, voilà. En fait, c'est plus lutter contre l'après le choc. Voilà. Pardon. J'ai trop l'habitude de parler, donc je me remets dans le bain. Surtout que là, tu es derrière la caméra. Naomi Klein, c'était penser justement à après et mettre en place des stratégies. C'est-à-dire, alors moi, je les ai remis en 4 uniquement points au lieu de 5, dans le sens où j'en ai collé un peu 2. Donc, c'était d'étudier l'histoire et savoir à quoi s'attendre. C'est-à-dire savoir, comme comme elle le met dans son livre et dans le film, vraiment voir toutes les étapes dans lesquelles le choc arrive et comment le gouvernement s'en sert.
Et c'est donc bien maîtriser ça, savoir à quoi on s'attend, parce qu'en fait, c'est quand même assez récurrent, les conséquences, et aussi tout ce qui va avec, ça veut dire l'éducation populaire. En deuxième point, c'est toujours savoir où va l'argent, suivre l'argent, donc à qui profite, alors là, pour nous, ce qui nous concerne, à qui profite la pandémie, au labo, à l'État, à l'oligarchie, etc., etc., et c'est des choses qui finalement, voilà, sont toujours un peu du même ressort, et assez faciles à suivre, mais ça demande voilà, un effort là aussi, mais il faut le faire. En 3, alors je mets en 3 parce que c'est vraiment lié au Covid, mais c'est proposer un projet donc audacieux et révolutionnaire. Alors bon, comme avec Nico en tant que gilet jaune, c'est quand même poursuivre la lutte gilet jaune, justice fiscale, justice sociale, pour le climat aussi, et donc une base qui est de mettre en place une démocratie directe via le RIC. Et bien évidemment, dans la suite, c'est le fameux salaire à vie de Bernard. Et en 4, parce que pour nous, je ne sais même pas quand ça se fera, c'est sortir en masse dehors. Et là, on aura vraiment besoin d'être en masse puisque la police, la boîte du gouvernement est vraiment en train de se préparer correctement. On en a bien fait les frais pendant les manifs gilets jaunes contre la réforme des retraites. Et là, si on ne sort pas en masse, la répression va être d'autant plus violente et je pense encore plus violente que ce qu'elle était avant. Donc voilà à peu près. Oui, ça on pourra pas le faire en live sur Facebook. Ouais. À nous, voilà, nos stratégies que l'on peut mettre en place. Mais c'est vrai que pour l'instant, on ne peut que penser et réfléchir tous ensemble. Donc voilà, acte pour ce soir. Très bien. Bon, je vais lancer la vidéo. Par contre, veuillez m'excuser par avance s'il y a des petits bugs au niveau de la vidéo en direct, parce que forcément, je suis tout seul au four et au moulin. Donc on va essayer de faire en sorte que tout cela se passe très bien. Vous pouvez bien entendu partager cette vidéo, n'hésitez pas sur vos groupes et pages Facebook. Et on va évoquer la vidéo. Par contre, Nicolas, tu peux dire justement le collectif qui a monté cette vidéo? Le GRS, le groupement de réflexion stéphanois. Stéphane et Mathieu, il y a les crédits dans la vidéo. Toi, tu les as remis, je crois. Ouais. De toute façon, on les voit. Allons-nous fermer les yeux sur les injustices folles de ce monde? 8 personnes détiennent autant que 50% de la population mondiale aujourd'hui. Lui, c'est Benoît Hamon, le candidat PS à la présidentielle de 2017. Là, il est en plein meeting de campagne et ne sait pas encore qu'il va faire un score catastrophique aux élections. Pourtant, c'est un peu dommage quelque part, parce qu'il avait donné l'impression d'aller au bout de ses convictions. Il avait gagné la primaire socialiste sur un programme plus marqué que ses concurrents, et s'était même permis d'émettre une proposition ambitieuse qui avait à l'époque fait beaucoup parler d'elle. Ce que je propose, c'est un revenu universel d'existence, versé à toute personne majeure et d'un montant qui pourrait commencer par être au niveau du RSA socle, puis ensuite être à 750 € par personne. Vous imaginez un peu ça? Recevoir 750 € par mois sans rien avoir à faire de spécial. Mais c'est tellement éloigné de ce qu'on a l'habitude d'entendre que je peux comprendre que ça ait semblé complètement fou à certains. Et pourtant, quand on y pense, c'est vrai qu'un revenu de ce genre permettrait de mettre fin à l'extrême pauvreté. En fait, j'en connais même qui seraient prêts à s'en contenter, pour pouvoir se libérer de leur job actuel, et se lancer dans des activités non rémunérées et plus épanouissantes. Après bon, bien que cette proposition ait fait du bruit pendant la présidentielle, c'était pas la première fois qu'elle était évoquée en France. En vérité, ça fait même déjà pas mal d'années qu'elle est débattue un peu partout à travers le monde, sous différents noms et différentes formes. Revenu universel, revenu de base, revenu inconditionnel, autant de revenus qui nous promettent à tous de vivre dignement sans avoir à travailler, mais qui ont surtout vocation à nous maintenir à la limite du seuil de pauvreté pendant les périodes de chômage, et le tout en supprimant un maximum de protection sociale. Le revenu de base, c'est un gros piège à con. En tout cas, ce revenu n'empêcherait en rien les riches et les puissants de continuer à accumuler des fortunes. On peut donc douter de sa réelle efficacité à mettre fin aux inégalités folles de ce monde, surtout quand on entend certains milliardaires en parler. And now it's time for our generation to define a new social contract. A basic minimum earnings for everybody. Some kind of universal basic income. Universal basic income? Universal basic income. 100% think that's really important. Universal basic income. Universal basic income. I think it's going to be necessary. There's nobody that is having to sleep on the street. To make sure that everyone has a cushion to try new ideas. It will come about one day, and I don't think we're going to have a choice. Ouais, enfin bon, si autant de milliardaires sont favorables à un revenu de base, c'est clairement qu'ils ne représentent pas de menace pour leur fortune. Et c'est bien dommage, parce que moi, le revenu de base, c'est une idée qui me plaisait plutôt bien. Ses partisans en parlent quelquefois comme d'une reconnaissance de toute forme de travail implicite, voire même comme un droit fondamental. Et j'avoue, ça, moi ça me parle. Sauf qu'un revenu en dessous du seuil de pauvreté qui ne remet pas en cause le fonctionnement actuel de l'économie, eh ben il a toutes les chances d'être récupéré par ces gens-là, ceux qui possèdent déjà du capital. Du coup ici, je vais pas vous parler du revenu de base.
mais plutôt d'une autre proposition qui en possède selon moi tous les avantages, voire même plus, sans pour autant en présenter les risques. Le salaire à vie. C'est, comme nous allons le voir, un modèle qui permettrait à tous de vivre dignement, qui réduirait énormément les inégalités, mais qui en plus étendrait le périmètre de la démocratie au domaine de l'économie, de façon à ce que nous puissions décider collectivement de ce que nous produisons et la manière avec laquelle nous le produisons. Ici, je vais vous décrire une société sans employeurs, sans prêteurs et sans actionnaires, qui dessine le contour d'un monde libéré de la course à la croissance, du chantage à l'emploi et de la dictature de la dette. Ici, on va parler travail, non pas comme une valeur, ni même comme une souffrance, mais comme une partie intégrante de notre humanité, dont le sens sera celui qu'ensemble, nous aurons choisi. Ça n'est pas un métier peinard de faire travailler les gens. J'ai même lu dans un canard que c'est l'un des plus fatigants. Si c'est vrai, soyons grands seigneurs, on n'a qu'à les débarrasser. Plus besoin d'avoir d'employeurs quand on est tous des salariés. Salaire à vie. Le salaire à vie, c'est une certaine vision de l'organisation de l'économie. Une de ses caractéristiques, c'est de fournir un salaire à tout citoyen majeur en reconnaissance de sa capacité à produire des choses qui ont de la valeur. Mais contrairement au revenu de base, il ne se réduit pas à une simple somme d'argent que l'on touche une fois par mois. Ça, ce n'est que son aspect le plus visible. En réalité, c'est surtout un ensemble de droits politiques donnant à tous la possibilité de prendre part aux décisions concernant l'économie. Mais attention, il ne faut pas croire que ce modèle de fonctionnement sort de nulle part ou qu'il a été inventé de toutes pièces. En réalité, il se base sur un ensemble de revendications et d'institutions déjà en place, et dont la cohérence a été mise en évidence par l'économiste, sociologue et historien de la sécurité sociale, Bernard Friot. Ce qui montre d'ailleurs que l'éventuelle déception de se dire qu'il faut des siècles pour faire une révolution est compensée par le fait que depuis un siècle et demi, nous sommes engagés dans une révolution. Celui-ci a écrit plusieurs ouvrages sur le sujet, notamment Émanciper le travail et vaincre Macron, et il a également cofondé une association d'éducation populaire du nom de Réseau Salariat, qui a depuis repris à son compte ce modèle, qui continue à le faire évoluer, et qui en fait la promotion notamment au travers de conférences et d'ateliers débats. Nous allons voir que comme ce modèle est constamment discuté au sein de l'association, plusieurs points le concernant ne sont pas figés dans le marbre, ou laissent la place à de futures prises de décision démocratiques. Je vais essayer ici de vous en faire découvrir ces différentes facettes, afin que vous en ayez l'image la plus complète possible pour vous en faire un avis. Mais avant toute chose, et comme je vais faire appel à des schémas de pensée contre-intuitifs pour notre époque, je vais devoir commencer par définir le sens de certains mots, surtout parce que j'entendrai ici par travail. Voilà, donc on va revenir au direct avec nos invités. Est-ce que vous m'entendez? De nos jours, oui, on le mot travail peut avoir Allez, des sens très différents. Je vais couper la vidéo parce que par forcément, exemple, on va pas pouvoir s'entendre. Nicolas. Alors, Ouais. le salaire à vie est un concept d'organisation socio-économique selon lequel la rémunération des travailleurs ne dépend plus de la valeur attribuée au poste qu'ils occupent dans le monde de la production capitaliste, mais est fondée sur la reconnaissance d'une qualification personnelle irrévocable et nous pouvons que progresser. J'ai été, bien entendu, lire sur Internet, alors j'ai pas noté le site, mais en tout cas, voilà. Ok. Oui, ça correspond, hein, il me semble. Peut-être avant de donner la parole à Bernard sur cette vidéo, rapidement, Linda et Pierre, si vous avez quelques remarques sur le revenu de base. Moi, l'évidence de l'exemple des milliardaires qui supportent le revenu de base, je veux dire, c'est déjà un argument fort en soi, mais c'est pas un argument très logique et rationnel, c'est un argument par association, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait suspecter qu'il y a une grosse arnaque là-dessus, puisque, comme il le dit très bien dans la vidéo, voilà, s'il le supporte, mais il y a des raisons objectives, des raisons raisonnables d'estimer que le salaire à vie, c'est quelque chose de plus intéressant et de plus complet que le revenu de base. Bah, c'est la case du droit du travail, ne serait-ce. C'est la grande escroquerie de l'auto-entrepreneur, voilà, le grand rêve de chacun d'être son propre patron, de surfer vraiment sur cette envie-là et à un moment donné de dire ok, on vous laisse alors d'une base entre ce que dit Amonde 750, à la base c'est quand même un RSA et même je crois que c'est pour Nathalie Comoricet, c'est encore moins, c'est-à-dire RSA SOC c'est 565, elle propose 475 €. Donc moi en ce moment c'est à peu près ce que je vis, donc à Saint-Étienne c'est à peu près jouable, mais bon à Lyon, enfin dans la plupart des villes c'est impossible de vivre avec ça. Donc quand il y a en période de vache au travail, on a
fait, hein, quand bien même c'est un surplus. Quand on a quand même pas grand-chose au final malgré ça. Et puis, ça permet tout simplement, parce que beaucoup d'auto-entrepreneurs, alors plus bel exemple, parce qu'on dit ubérisation, c'est tous les livreurs et qui sont du coup à la botte d'une entreprise en fait, qui eux ne leur fera jamais aucun cadeau sur l'ordre de travail, s'ils sont malades, s'ils sont absents, s'ils sont ci, s'ils sont ça, par rapport aux cotisations aussi, et bon, voilà, tout va. Pierre ? Oui, je pense. En plus, j'ajouterais que le revenu bas, c'est pas faire société. Le revenu bas, c'est le grand rêve des néolibéraux, à savoir que les gens aient du fric pour le consommer tout de suite, pour pouvoir le prendre. Le principe d'une société, c'est aussi de décider collectivement ce qu'on trouve qui est bien ou pas. Et le revenu de base, c'est pas ça. Le revenu de base, c'est qu'on ne se pose pas la question de ce que les gens font et on leur donne du fric quand c'est bien pour qu'ils n'aillent pas crever dans la rue, point barre. Et donc, on ne s'occupe plus du devenir des gens et on ne s'occupe plus non plus de leur participation à la société. Là où la proposition de Bernard Friot se pose quand même la question de l'utilité de chacun à faire société. Donc, le revenu de base, c'est une double arnaque. D'une part, ça détruit la société et en plus, ça permet toujours même de s'accaparer le fric distribué. Bernard, toi tu m'as dit que tu découvrais la vidéo, même si tu en avais déjà entendu parler, du coup tu peux peut-être nous dire ton sentiment sur la vidéo, puis après embrayer sur les premières remarques. Ah ben, cette vidéo sur le salaire à vie est absolument remarquable. Hein. Je connaissais celle de Usul. Je savais que Stéphane, donc de Saint-Étienne, et Mathieu avait construit une vidéo que vraiment par erreur, je n'avais pas encore regardé, mais en la regardant récemment, j'ai été complètement subjugué par sa grande qualité. Vraiment, c'est une très bonne qualité d'exposé, très bonne qualité pédagogique, et je ne peux que recommander sa diffusion, bien sûr. Alors sur le revenu de base, disons que on ne peut pas réfléchir dans le cas français, hein, je parle du cas français, puisque bon, c'est une initiative très largement internationale et d'origine US, mais dans le cas français, elle est inséparable du compte personnel d'activité. Hein. Quand on prend la politique de Macron, c'est d'une part un revenu universel d'activité et un compte personnel d'activité. Et les deux se substituent au salaire. Le compte personnel d'activité, c'est, disons, le fait d'accumuler dans un compte des droits liés à la performance sur le marché du travail, si on est employé, ou sur le marché des biens et services, si on est travailleur indépendant. Et à la mesure de cette performance, on acquiert des droits à la formation, des droits à la retraite, des droits d'une reconnaissance de la pénibilité éventuellement, enfin, une série de droits, des congés, une série de droits qui sont complètement liés à la performance. Hein. Si on n'est pas performant, on n'a aucun droit. Et comme ça inscrit la vie des personnes, du coup, dans une grande incertitude, il faut absolument un filet de sécurité. Pour qu'une classe dirigeante puisse imposer le compte personnel d'activité dont le cœur serait le compte des points retraite, et faire dépendre nos ressources en permanence de notre performance sur des marchés que nous ne maîtrisons pas du tout. On ne maîtrise pas le marché du travail, et on ne maîtrise pas le marché des biens et services. Eh bien, il faut que nous soyons gratifiés, disons, d'un revenu de base qui soit un filet de sécurité. Mais comme le disait très justement Linda, effectivement, ce filet de sécurité a comme objet de s'attaquer au droit du travail et de faire dépendre nos existences de l'aléa en permanence du marché du travail ou marché des biens et services. Ok,
peut-être avant de repartir sur la fin de la vidéo qui parle justement du travail, on y arrivera. L'idée que j'en avais, en tout cas parce que moi ça a participé de ma compréhension vraiment de l'idée du salaire à vie, c'est le petit, il n'est pas si petit, mais le renversement mental que tu as opéré au cours de tes recherches sur la sécurité sociale et comment on s'est fait voler l'histoire de la Sécu quelque part en la faisant commencer à 45 avec le roman du CNR et cette histoire-là, si tu peux nous la condenser en quelques minutes, je sais que c'est pas évident, mais je crois que c'est important pour comprendre ce que t'appelles toi déjà la communiste en fait quelque part. Oui, alors c'est pas que la fiction d'une sécu née en 45 de l'unité des communistes aux gaullistes. C'est aussi toute la disqualification du salaire. N'importe qui est passé par une formation a appris que le contrat de travail et le salaire, c'est l'échange d'une subordination contre un revenu, que ça inscrit dans le marbre la subordination au capital, et que finalement, il vaudrait mieux se libérer du salaire, du salariat, et être indépendant. C'est en gros le substrat des formations que nous recevons, y compris venant de gens de gauche, qui préconisent l'abolition du salariat comme élément de l'abolition du capitalisme. Ou à droite, où on exalte le travailleur indépendant qui, lui, ne dépend pas de la subordination à un employeur. Cette histoire-là est une mystification. Et je crois que j'ai beaucoup appris en discutant avec un de mes collègues dans mon labo et en lisant son livre qui s'appelle « L'institution du travail ». Il s'agit de Claude Didry, qui a sorti en 2016 l'Institution du travail. C'est un sociologue du droit du travail qui analyse le droit du travail depuis la Révolution française et qui montre comment, au XIXe siècle, la forme canonique du travail dans le capitalisme, c'est le travail indépendant. Et pourquoi est-ce que le travail indépendant est la forme canonique du travail? Pourquoi est-ce que le capitalisme définit le travailleur comme un individu libre sur le marché des biens et services? C'est parce que ce sont les travailleurs indépendants qui sont les plus exploités. Si par exploitation on entend la ponction par autrui d'une partie de la valeur que nous produisons. Or, prenons un agriculteur FNSEA, par exemple, quelqu'un qui est inscrit dans l'agrobusiness et qui fait du poulet industriel ou du blé ou du lait, et dans une logique d'agrobusiness. Qu'est-ce que lui laisse le prêteur, parce qu'il a 300 000 à 400 000 euros de dette sur le dos à 30 ans, un agriculteur FNSEA, que lui laisse le fournisseur, le groupe capitaliste Bayer, qui lui fournit du phytosanitaire ou je sais trop quoi, que lui laisse le client, c'est-à-dire le groupe capitaliste qui achète ses poulets, la centrale de Lidl ou de Carrefour, la centrale d'achat. Qu'est-ce qu'il lui laisse, ces groupes capitalistes sur la valeur qu'il a créée? De quoi être encore au boulot demain, C'est-à-dire que là, et comme il est indépendant, il ne s'est pas organisé collectivement pour border cette ponction sur la valeur qu'il produit par les prêteurs, les fournisseurs et les clients. Et derrière un fournisseur, un client ou un prêteur, il y a toujours un groupe capitaliste. Et la rémunération capitaliste, c'est la reconnaissance des besoins dont je suis porteur pour faire telle tâche. Les deux mots centraux, c'est besoin et tâche. Nous sommes des êtres de besoin qui avons droit du pouvoir d'achat et nous sommes reconnus comme producteurs
pour la tâche que nous sommes en train de faire et qui met en valeur du capital. Chaque fois qu'il produit un poulet industriel, il met en valeur le capital du Crédit Agricole, de Lactalis et de Bayer ou de Lidl et de Bayer. Bien. Mais au 19e, la bourgeoisie a également, pour des travaux qui supposent la concentration de travailleurs et pas simplement des travailleurs indépendants, qui supposent des collectifs de travail, elle a mis en place un autre mode de mise au travail qui est le contrat de louage d'ouvrage, qui est un jeu à trois. C'est un jeu à trois. Il y a un capitaliste donneur d'ordre, il y a un sous-traitant, qu'on appelle un marchandeur à l'époque, qui va produire l'ouvrage en question, et puis des ouvriers, le mot s'impose à l'époque, nous sommes dans l'ouvrage, des ouvriers qui sont le troisième élément de cette triade-là. Alors, vous allez avoir un conflit possible entre le sous-traitant et le donneur d'ordre sur le tarif de l'ouvrage. Un conflit très célèbre, celui des canuts à Lyon dans les années 1830, où les sous-traitants, les canuts, sont en conflit avec les soyeux, qui sont la bourgeoisie capitaliste des donneurs d'ordre, qui achètent de l'ouvrage fait, du kilomètre de textile ou de la tonne de soie. Mais en revanche, les ouvriers, eux, ils sont hors de tout radar. Il n'y a aucune institution du travail. Nous sommes dans un rapport purement commercial, comme avec un agriculteur pris dans l'agrobusiness, le sous-traitant, le canut, est dans un rapport purement commercial avec le soyeux. Il n'y a aucun droit du travail. Nous sommes dans le commerce, dans le droit du contrat. Et les ouvriers, eux, il n'y a aucun tarif, il n'y a rien du tout. Et là encore, nous sommes dans une logique totalement capitaliste de mise au travail, puisque, comme pour le travail indépendant, la bourgeoisie capitaliste se garde bien d'organiser directement la production. En fait, c'est elle qui l'organise parce qu'elle décide des relations commerciales qu'elle entretient avec un sous-traitant ou avec un travailleur indépendant, mais elle se garde bien de l'organiser elle-même. Pourquoi? Parce que la rentabilité du capital suppose qu'il puisse en permanence s'extraire du lieu et de la forme dans laquelle il est en train de se mettre en valeur pour aller ailleurs. Et même avec les outils numériques aujourd'hui, nous sommes quasiment à la nanoseconde dans la mobilité du capital. Or, si la bourgeoisie capitaliste devient employeuse, si elle devient organisatrice directe de la production, elle va engluer son capital durablement sur une production, sur un territoire donné, avec un collectif de travailleurs donné, et ça, elle n'en veut pas du tout. Et donc, lorsque la CGT, comme syndicat, et la SFIO comme parti, se construisent comme outil de la classe ouvrière à la fin du 19e siècle, 1895 pour la CGT à Limoges, 1905 pour la SFIO, c'est précisément pour en finir avec le travail indépendant et avec la sous-traitance. Et la grande victoire de cette naissance du mouvement ouvrier, c'est le Code du travail de 1910, le Code du travail de 1910, dont Claude Didry montre très bien que sa grande nouveauté, c'est qu'il interdit le marchandage, qu'il interdit la sous-traitance et qu'il oblige les capitalistes à devenir employeurs, ce qu'ils ne veulent jamais être. Hubert, c'est le capitalisme normal d'avant 1910. Et donc, la confrontation directe entre une bourgeoisie capitaliste qui s'expose comme exploiteuse cette fois-ci, elle ne peut plus se retrancher derrière moi j'achète, je vends, je prête. Non. Qui se confronte aux travailleurs et qui devient employeuse de travailleurs. Cet emploi, donc tel qu'il se construit à partir de 1910, va être à l'origine du salaire. Il n'y a pas de salaire avant 1910. Il y a de la rémunération capitaliste au sens où le travailleur indépendant, ma foi, conserve de la valeur qu'il produit, de quoi satisfaire ses besoins pour continuer à produire du poulet ou du lait. Et
l'ouvrier est payé lui aussi pour la reconnaissance des besoins dont il est porteur pour faire la tâche. Il faut encore que demain il soit là à faire son kilomètre de soie, et donc les besoins dont il est porteur vont être reconnus par la rémunération liée à cette tâche. Donc le salaire, lui, va se construire contre le prix de la force de travail. Ce que je viens de dire, c'est le prix de la force de travail tel que Marx l'analyse très bien. Le salaire va se construire au XXe siècle contre cela, par une confrontation enfin directe entre la bourgeoisie capitaliste et les travailleurs, et ça va se traduire par un mot décisif qui est très bien expliqué dans la vidéo dont vous avez montré le début, qui est le mot qualification. C'est la convention collective qui apparaît postérieurement à 1910, qui apparaît en 1919, mais dès le lendemain de la Première Guerre mondiale, donc, et puis qui va être vraiment au cœur du conflit syndical pendant tout le XXe siècle. La convention collective va définir la qualification des postes de travail. On prend tous les postes de travail d'une branche, quelle que soit leur nature concrète. On prend à l'intérieur de la branche chimie, on va prendre un opérateur, une hôtesse d'accueil, une informaticienne, un commercial, enfin, etc. Et on va les mettre au même niveau de qualification. D'ailleurs, c'est comme ça que tu appelles le salaire à vie, toi, initialement. C'est le salaire à la qualification. Là, c'est le salaire à la qualification qui est du poste, qui est déjà une très grande victoire, parce que ce n'est pas les besoins dont je suis porteur pour faire telle tâche qui fondent mon salaire, qui fondent ma rémunération, parce que le salaire, encore une fois, n'existe pas dans le capitalisme. C'est une invention anticapitaliste, le salaire. C'est la qualification de mon poste. Or, la qualification, elle renvoie au travail abstrait, non pas au travail concret, pour reprendre la distinction que présente très bien dans la vidéo le collectif de réflexion stéphanois. Et cette abstraction, nous sommes à l'indice 525, nous sommes OHQ, nous sommes ETAM, nous sommes, quand on est la qualification, puisqu'il s'agit de mettre à un même niveau des gens qui font des métiers très très différents. La qualification, elle ne reconnaît pas la valeur d'usage que je produis dans tel métier concret. C'est pas mon travail concret qui est reconnu comme tel, c'est pas la tâche que je fais, je ne suis pas payé à la tâche, ça c'est la rémunération capitaliste précisément. Non, je suis payé pour la qualification du poste, quel que soit ce que je fais. Il y a des mois où je ne ferai pas grand-chose, mais je suis payé à cette qualification parce que c'est la qualification de mon poste. Et alors, nous sommes allés encore beaucoup plus loin, parce que la CGT est consciente que quand elle conquiert le salaire à la qualification du poste, elle laisse quand même à la bourgeoisie les mains libres, dans un certain sens, puisque le poste, qui le définit, qui en est le propriétaire, c'est la bourgeoisie capitaliste précisément, qui il met quelqu'un dessus, qui le licencie, tout ça c'est la bourgeoisie capitaliste. Donc toute l'obsession de la CGT, ça va être de passer de la qualification du poste à la qualification de la personne. Et donc là, ça va être la grande bagarre autour de la fonction publique. Un fonctionnaire, il n'est pas payé pour son poste. Un fonctionnaire qui change de poste ne change pas de salaire. Ce n'est pas son poste qui est le support de sa qualification. C'est lui-même, parce qu'il a un grade. C'est né dans l'armée, c'est pour ça que ça s'appelle grade. Mais c'est une institution absolument décisive. S'il n'y a pas de chômage dans la fonction publique, si le salaire progresse régulièrement, si la pension de retraite, c'est la poursuite du dernier salaire, c'est parce que les fonctionnaires sont titulaires d'un grade, titulaires de leur qualification, et donc que leur droit au salaire est lié à leur personne et non pas à leur poste. Et le 46 va être l'occasion, et là on en vient à ce que vous disiez sur la fable de 45, je dis 46 précisément parce qu'en 45 il ne se passe rien, 46 va être l'occasion de subvertir complètement la sécurité sociale telle qu'elle avait été créée par les patrons
au cours de la première moitié du XXe siècle. En 45, tout existe, hein, rien de secret en 45. En 45, vous avez plus de 1000 caisses de sécurité sociale, vous avez 70 000 salariés dans ces caisses, etc. Et la subversion, vous avez prononcé le mot communiste, la subversion communiste, c'est des communistes, de demeurant, c'est Ambroise Croizat, ministre communiste du Travail, et c'est les militants communistes de la CGT. La subversion qui s'opère en 46 de la sécurité sociale, c'est précisément d'attribuer des droits économiques à la personne, d'attribuer un salaire à la personne et non pas au poste. Ça va être le salaire pour les parents, alors qu'il ne faudra pas, à travers les allocations familiales, hein, qui sont un élément de salaire payé par les employeurs, c'est 225 heures par mois pour 2 enfants, de l'ouvrier de la... On prend la convention collective de la métallurgie et c'est 225 heures par mois de l'ouvrier de la métallurgie pour les parents de 2 enfants. Et donc là, on a bien du salaire qui est déconnecté de l'emploi. Alors, on ne fera pas ensuite en inférer quelque chose que sur le salaire maternel et tout ça. Hein. Je suis absolument hostile à toutes ces histoires-là, mais on voit bien comment, là, on déconnecte le salaire du poste de travail. Hein. Les parents, ce n'est pas au titre de leur poste de travail qu'ils ont droit aux allocations familiales, ils ont droit à du salaire, qui dans les familles ouvrières, en 47, les statistiques existent dès 47, c'est la moitié des ressources. Dans les familles ouvrières, la moitié des ressources, c'est un salaire qui n'est pas lié à l'emploi, qui est lié à la personne même des parents. Et puis, la retraite va être l'occasion pour Croizat d'étendre à tous les salariés du privé le statut de la fonction publique de ce point de vue-là, c'est-à-dire de faire de la retraite la continuation du meilleur salaire, d'un salaire de référence, et non pas la contrepartie de cotisation passée, non pas le différé de cotisation. Ça pose donc là encore que les retraités ont droit à du salaire alors même qu'ils n'ont pas d'emploi. Donc vous avez donc 2 étapes hein, dans l'invention du salaire, l'emploi, la création de l'emploi à partir de 1910 contre un capital qui ne veut jamais être employeur, on le voit avec Uber, etc. aujourd'hui, et qui aboutit au salaire à la qualification du poste. Et puis, 2e étape, le salaire à la qualification de la personne, les fonctionnaires, les retraités, pour prendre ces 2 exemples. Ok, et donc, alors, tu as vraiment excédé la question, c'est super, tu as fait une grande histoire. Peut-être ce qu'il faut rappeler très rapidement, pour moi, c'est important, je l'ai redécouvert il y a pas longtemps, pourtant je me dis marxiste, j'ai fait un passage, mon grand-père était communiste, enfin, je suis familier de ces idées. Ça m'est revenu assez récemment, en fait, que en fait, l'utopie communiste n'est pas une utopie étatiste. En fait, quand on parle de fonctionnaires, l'idée que toi tu en as dans le salaire à vie et l'idée, enfin il me semble, et l'idée communiste en tout cas est pas une utopie étatiste et on est peut-être plus proche de l'anarchie que du communisme. Il me semble. Peut-être tu pourras répondre sur non, ça. Mais exactement, le communisme a un fondement anarchique. Pourquoi? Parce que d'ailleurs, moi, toute ma réflexion part du régime général de sécurité sociale qui est précisément créé en 1946 par la CGT sous une forme non étatique, encore trop étatique pour elle, puisque lorsque les ordonnances de 45, d'octobre 45 sont discutées dans l'Assemblée provisoire, puisque les premières élections législatives, c'est en novembre 45, donc postérieures aux ordonnances d'octobre 45, mais elles sont discutées dans l'Assemblée provisoire en août 45, la CGT se bat pour que la Sécu soit une institution privée. Elle ne va pas l'obtenir, ça va être un organisme public même, avec un État qui va donner, qui va décider des cotisations et des prestations, ce que ne voulait pas la CGT. Et elle va construire de toutes pièces, et vraiment contre tous, un régime général de 46 qui est géré par les travailleurs eux-mêmes. Nous avons donc là une fonction collective, et moi je pense qu'il faut que nous ayons beaucoup plus de fonctions collectives encore qu'aujourd'hui, et il faut des fonctions collectives dans la société, bien sûr, une fonction collective, mais qui n'est pas assumée par l'État,
qui est assumé par les intéressés eux-mêmes. C'est extrêmement progressiste. Hein, Et pas étatiste, ouais. Ah ben là, Marx a de nombreux travaux hein, sur le dépérissement de l'État hein, dans le communisme, bien sûr. Hein. On le voit bien aujourd'hui. L'État est quand même globalement au service de la classe dirigeante. C'est attendre de l'État qu'il fasse une bonne politique, comme le font les keynésiens, comme le font les économistes atterrés. Tout cela me semble une illusion. Hein. D'ailleurs, Piketty l'a très bien montré, un peu à son corps défendant, puisqu'il conclut Vive l'impôt, mais il a très bien démontré dans son bouquin antérieur, pas le dernier, mais dans le Capital au XXIe siècle, il a très bien montré sur un siècle de statistiques fiscales dans le monde entier que ça ne sert à rien, hein, que pendant quelque temps, l'impôt va effectivement réduire les inégalités, prendre l'argent là où il est, comme on dit, etc., mais qu'ensuite la bourgeoisie, parce qu'elle décide de la production, c'est pour ça que l'enjeu de la lutte de classe, c'est de doter à la bourgeoisie son monopole sur le travail, elle tient en otage la société. Et donc, quand les États lui imposent de la fiscalité, mais au bout de quelque temps, elle s'en exonère totalement. Donc, penser qu'on puisse, à partir d'un bon État faisant une bonne politique, changer la société, pour moi, c'est une illusion totale. On change la société lorsque les travailleurs décident de devenir souverains sur le travail. Linda, est-ce que... Vas-y. Ouais. Oui, c'est un peu rebondir justement sur le travail. Voilà. Qu'est-ce que, pour vous, c'est aujourd'hui et comment on devrait peut-être le voir différemment? Parce que pour beaucoup de gens, le travail, c'est le labeur. Moi, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup surpris en gilet jaune pendant les manifs. C'est-à-dire que c'était un peu le point Godwin des manifs. Hein. Côté gilet jaune comme côté anti-gilet jaune. C'est-à-dire des anti-gilets jaunes disaient, mais qu'est-ce que vous faites dans la rue? De toute façon, c'est la casse du travail. Hein, j'entends pas besoin du travail, mais de l'économie. Mais nous, on travaille. Et en face, avec les gilets jaunes, la seule chose qu'ils avaient à rétorquer, tout aussi en colère, c'était, mais nous aussi, on travaille. Alors que bon, quel travail est-ce que l'on fait? Est-ce que le travail nous rend heureux dans la façon qui est faite? Mais ça reste quand même quelque chose de très, très dur à énoncer, de penser le travail différemment. Hors d'un salariat, or même que c'est usant, qu'on est dans des managements complètement inhumains, etc. La vidéo dont vous avez cité quelques extraits, je ne peux vraiment que recommander à nos auditeurs. La vidéo expose très bien hein, les deux versants du travail. Hein, le travail comme activité, le travail concret. Hein, on est, je sais pas quoi, orthoptiste ou écrivain ou cariste ou tout ce qu'on veut. Bon, ça c'est le travail comme activité qui produit des valeurs d'usage. Valeurs d'usage, ça ne veut pas dire du tout que c'est utile. Hein. On peut produire du Mediator, mais ça a l'utilité d'enrichir Servier. Ça tue, mais c'est... Donc, valeur d'usage, c'est un mot qui dit simplement que ça sert. Ça ne veut pas dire que c'est utile. Le mot usage n'a pas un sens nécessairement positif, hein, dans un point de vue normatif. Ça, c'est l'activité, on va dire. Hein. Toute notre vie éveillée, à peu de choses près, consiste à produire des valeurs d'usage. Mais quand on parle de travail, on parle aussi de je cherche du travail, j'ai pas de travail, etc. C'est-à-dire le travail, non pas en tant qu'il produit de la valeur d'usage, mais en tant qu'il produit de la valeur économique. Et qu'à ce titre, il y aura une expression monétaire de cette valeur produite par le travail. Et dans le capitalisme, le travail, c'est ce qui met en valeur du capital. Un agriculteur FNSEA travaille parce que il permet au Crédit Agricole, à Bayer et à Lactalis de faire du profit. Donc là, il travaille. Mais quelqu'un qui ne permet pas que son activité mette en valeur du capital sera considéré comme non productif. Un fonctionnaire n'est pas productif dans la théorie capitaliste. Il ne produit pas. Il est utile, éventuellement, mais il n'est pas productif. Un retraité n'est pas productif, un chômeur n'est pas productif. Enfin, bref, tous ceux qui ne mettent pas en valeur du capital ne sont pas productifs.
Et du coup, on a dans nos vies des moments où on n'est pas productif, enfin plutôt des situations où on n'est pas reconnu comme producteur. Pourquoi? Parce que la définition du productif dans le capitalisme, elle est liée à l'activité que nous sommes en train de faire. C'est une activité qui met en valeur du capital et donc on est reconnu comme producteur. Et donc il y a des moments dans nos vies où on n'est pas producteur et c'est là où on aurait droit aux revenus de base ou à des allocations, au RSA, enfin des machins comme ça, ou alors au différé de nos cotisations. On n'a pas tout dépensé son salaire quand on était en train de produire, on a mis au pot commun, on a le droit de récupérer à travers les cotisations des actifs actuels une partie ou la totalité de ce qu'on a mis au pot commun dans la retraite, dans le chômage, etc. Ça, c'est la logique capitaliste du travail et du travailleur. Un travailleur, c'est quelqu'un qui est en train de faire une activité qui met en valeur du capital. Et donc, tout l'enjeu de classe, si nous voulons libérer le travail de cette domination de la bourgeoisie capitaliste, c'est précisément de nous poser comme producteurs, non pas à travers les activités de mise en valeur du capital que nous faisons, mais en tant que personne, à travers une qualification qui est un droit politique, construit politiquement, et dont on pourra parler par la suite, mais qui ne transforme pas le fait que nous soyons titulaires d'une qualification, comme le sont déjà les fonctionnaires, le fait que nous soyons titulaires ne transforme pas en travail toutes nos activités. Est-ce que je suis en train de travailler en ce moment? En ce moment, j'ai un salaire. Je suis retraité de la fonction publique, j'ai un salaire. Est-ce que je suis en train de travailler? Non, je suis reconnu comme producteur, et c'est parce que en permanence, et mon salaire ne peut pas baisser, il ne peut pas être supprimé, et c'est parce que je suis en permanence confirmé comme producteur que je peux tenir à distance de la valeur des tas de mes activités. Il faut que des tas de nos activités restent dans l'ordre du symbolique, restent dans l'ordre de la gratuité, ne relèvent pas de la valeur économique. C'est absolument fondamental. Donc, c'est pas parce que quelqu'un est en tant que personne reconnue comme producteur que toutes ses activités sont productives, sauf à définir qu'on est producteur par l'activité qu'on est en train de faire. Ça, c'est la définition capitaliste, précisément. Notre statut de producteur, tel que le communisme est en train de se construire dans toutes les sociétés capitalistes, le communisme, c'est le mouvement réel de dépassement de l'état des choses, comme l'a définissent Marx et Engels dans l'idéologie allemande, dans toutes les sociétés capitalistes, donc il y a du communisme qui est en train de se construire, c'est-à-dire de la souveraineté des travailleurs sur le travail, et non pas du monopole de la bourgeoisie sur le travail et sur la valeur. Dans toutes ces sociétés, sous des formes diverses, de même que le capitalisme est très divers et s'est construit de façon très diverse d'une société à l'autre entre le 15e et le 18e siècle, eh bien, ou le 19e, eh bien, de même, le communisme se construit sous des formes très diverses mais dont l'unité, c'est la souveraineté populaire, c'est-à-dire que on sort le travail de sa définition capitaliste. On ne transforme pas toute chose en travail. Quelqu'un qui joue à la belote, dire qu'il travaille et qu'il a droit à un revenu de base parce qu'il contribue au bien commun, tout ça pour moi c'est du blabla. Mais le fait de déconnecter, c'est ça la grande conquête de la CGT au XXe siècle, le fait de déconnecter le salaire de l'activité que je suis en train de faire. Ça, c'est et d'attribuer le salaire à la personne. Je suis payé pour ce que je suis du point de vue de la qualification et non pas pour ce que je suis en train de faire. Et c'est parce que je suis payé pour ce que je suis que je peux tenir des tas d'activités que je suis en train de faire à distance de la valeur. Sinon, si je suis dans l'incertitude permanente sur mon statut de producteur, mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais monnayer tout mon quotidien. Je vais vendre 50 km de ma bagnole sur Blablacar, je vais vendre une semaine de mon appartement sur Airbnb, je vais non plus prêter mes objets utilitaires, mais les louer sur une plateforme d'économie dite circulaire, enfin, je vais
je vais pas ossifier toute ma pratique quotidienne dans des relations marchandes. Ça va être absolument terrible. On en a un aperçu actuellement. Hein. Pierre, on a presque tenu le programme en moins d'une heure, tout ce qu'on s'était donné. Alors évidemment, encore une fois, on vous encourage à regarder la vidéo qui détaille parce que c'est peut-être aller vite, etc. Puis bon, voilà. Mais on a presque tenu le programme. Du coup, je sais pas si Pierre, tu as déjà des remarques, des questions. Alors moi, j'ai une question pour qu'on comprenne bien aussi, peut-être avec les auditeurs, le salaire à vie, parce qu'il y a une comparaison qui est faite avec la fonction publique. Il y a quand même des contraintes dans la fonction publique. Je pense, je sais pas si c'est exagéré ou quoi, mais de dire que la qualification est déconnectée de l'activité réelle, quand on est dans la fonction publique et qu'on passe une qualification qui donne un grade, c'est pas un grade complet, mais c'est un grade un petit peu plus précis, qui est aussi attaché à une activité réelle. Et on ne peut pas être catégorie A dans l'éducation nationale et puis aller faire gendarme. Il y a bien une relation forte entre la qualification qu'on passe, mais aussi le métier très précis dans la branche dans laquelle on est. Et si on passe un concours de catégorie B, on n'a pas le droit de faire un métier de catégorie C. Et ce pas de droit, il est même un peu plus fort, puisqu'en fait, une fois qu'on a eu notre qualification, on n'est payé que si on vient sur poste. Et on n'est pas payé si on reste chez soi. Donc, il y a quand même une vraie obligation à produire. Alors, même si les capitalistes ne comptent pas le travail de la fonction publique dedans, si on compte le PIB, par exemple, on ça compte d'une certaine manière, pour gagner son salaire, on est quand même obligé de produire et de faire quelque chose. Et cette relation-là, je la trouve, elle est quand même un certain intérêt, on va dire, j'ai l'impression dans un travail collectif. Quand on est chef d'équipe, même pas quand on possède le capital, mais juste qu'on veut réaliser une activité collectivement, on a besoin d'avoir une certaine confiance dans le fait que les gens vont venir réaliser leurs tâches pour participer à ce qu'on fait collectivement. S'il y a un salaire qui est déconnecté de l'activité, quelle confiance je peux avoir dans le fait que mon équipe sera au rendez-vous pour réaliser l'activité que je veux faire ensemble? Alors que dans la fonction publique, je suis confiant puisque de toute façon, chaque personne va au moins venir sur place pour participer à l'activité. Elle a de cette façon une certaine pression morale vis-à-vis de toute l'équipe où sa présence et ce qu'elle va faire est un peu indispensable et il y aura, même si elle va pas se faire virer du jour au lendemain, il y a quand même une pression sociale au sein d'une équipe de fonctionnaires qui fait qu'on est quand même un peu obligé de bosser pour faire comme tout le monde. Donc, est-ce que on retrouve ça dans le salaire à vie ou est-ce que c'est bien quand même une différence entre la vision du salaire à vie et ce qu'on voit actuellement dans la fonction publique? Ah non, mais je suis entièrement d'accord avec ce que vous dites, Pierre. La société du salaire à vie n'est pas une société sans obligation ni sanction. Au contraire, c'est une société de la responsabilité. Le mot central du communisme en matière de travail, c'est responsabilité. Dans le capitalisme, nous sommes irresponsables. Et même dans la fonction publique, quand on voit la politique de Blanquer sur les programmes, les profs sont devenus irresponsables. Là où pourtant il y avait une forme de responsabilité. Et on ne définit plus les programmes lorsque l'on est enseignant, par exemple, on se les fait imposer par un ministère qui est particulièrement néfaste du point de vue idéologique. Et moi, j'ai participé, j'ai eu la chance comme universitaire d'être pendant 40 ans en situation d'autogestion, c'est-à-dire en situation de définir les programmes et de définir les modes d'évaluation, etc., etc. Mais j'étais évalué en permanence, j'étais évalué chaque fois que je proposais une communication, elle était acceptée ou pas. Chaque fois que je proposais un programme de recherche pour un financement, il était accepté ou pas. Chaque fois que j'écrivais un bouquin, il était accepté ou pas par un éditeur, enfin, etc. Genre en permanence. Et puis, dans mon amphi, il y avait du monde ou il n'y avait personne. J'étais évalué en permanence, en réalité. Et c'est nécessaire, c'est nécessaire. Et puis, les collègues, évidemment, sont présents en permanence puisque nous avions des fonctions électives. On tournait. Chef de département, responsable de DEA, etc., de master, tout ça, on tournait.
à tour de rôle. Donc il y avait bien des responsables, il y avait bien une vie d'équipe, des responsables qui étaient chargés de veiller à ce que la décision collective soit effectivement réalisée. Mais ces responsables étaient élus, et puis ils tournaient. Ils n'étaient pas de droit divin parce qu'ils étaient actionnaires ou propriétaires ou dépendants de l'actionnaire ou du propriétaire. Donc, bien sûr qu'une société du salaire à la qualification personnelle, de deux choses l'une, ou bien on est indépendant. Indépendant, encore faut-il avoir des partenaires, encore faut-il avoir le projet dont on est porteur soit financé, parce qu'il faut bien une avance d'argent pour lancer une activité. Ça, il faut bien qu'on soumette ce projet à une instance. La vidéo des Stéphanois montre comment ça peut être par une caisse donc d'investissement gérée par les travailleurs eux-mêmes, mais qui vont examiner les projets et puis dire oui, non. Mais il y aura des projets qui seront refusés, évidemment. Et puis si dans le je sais pas quoi moi dans le restaurant que j'ai mis en place, il n'y a pas de clients, je serai obligé, bien que j'ai mon salaire et ma qualification personnelle, je serai en échec professionnel, je serai bien obligé de faire des boutiques puisque je ne pourrai pas payer les fournisseurs. Donc Mais je serai pas à poil. Mais je serai pas à poil parce que j'aurai le salaire. Mais je ne serai pas dans. Voilà, c'est ça le point. Je n'aurai pas la double peine. Hein. Il y a un échec professionnel qui est déjà difficile à encaisser, mais je reste titulaire de ma qualification et je suis en capacité du coup de rebondir. Quant à si je veux maintenant entrer dans une entreprise, cette fois-ci dans un collectif ou dans un service public, eh bien encore faut-il que je sois recruté. Je serai ou pas recruté. Et je serai recruté avec un contrat de travail. Ce contrat de travail ne définira pas mon salaire, puisque mon salaire est un attribut de ma personne, mais il définira ce que disait Pierre, c'est-à-dire les durées de ma présence, pourquoi faire, avec tel ou tel objectif, enfin, etc., etc. Et cette évaluation constante de mon travail pourra s'exprimer par un licenciement éventuellement, par dans la fonction publique, par un conseil de discipline. Moi, j'ai participé une fois ou l'autre à un conseil de discipline parce que on estime que la personne ne répond pas aux objectifs collectifs que nous nous sommes fixés. Mais encore une fois, ce licenciement, etc., ne nous atteint pas en tant que personne dans nos droits fondamentaux. Nous restons titulaires d'une qualification. C'est ça qui est important. Mais, et encore une fois, j'insiste sur le fait que c'est de même que c'est parce que je suis producteur, je suis postulé en permanence comme producteur, que je peux tenir à distance de la valeur économique des tas d'activités, c'est parce que je suis titulaire d'une qualification et d'un salaire que je peux me soumettre à l'évaluation permanente de mon travail. Parce que je sais que cette évaluation permanente n'aura pas d'incidence sur ma qualification. Sauf dans 10 ans, lorsque s'il y a 4 niveaux de qualification, par exemple, comme c'est dit dans la vidéo des Stéphanois, on va passer tous les 10 ans une épreuve de qualification. On ne passe pas une épreuve de qualification tous les jours. Alors effectivement, lorsqu'on va passer une épreuve de qualification, cette épreuve va porter sur l'évaluation des travaux concrets qu'on a faits, bien sûr. Et donc il y aura bien une validation de ce travail, mais c'est a posteriori, c'est sur 10 ans. C'est pas l'évaluation au quotidien de mon travail qui, elle, est nécessaire. Il faut une évaluation au quotidien de mon travail. Mais cette évaluation au quotidien ne doit avoir aucune incidence sur ma qualification. Sinon, je ne vais pas m'y soumettre. Je vais tricher. Il y a des possibilités infinies de tricher pour faire croire que l'on correspond aux critères de l'évaluation. Dès lors que cette évaluation va entraîner une baisse de mon salaire, ou etc., etc., etc. On travaille même pour si les nous voulons, critères moi au je bout d'un suis moment.
un partisan, mais vraiment résolu de l'évaluation constante, collective du travail concret que nous faisons, parce que nous sommes engagés dans une activité collective, y compris comme travailleurs indépendants, parce que nous avons des comptes à rendre, parce que nous sommes co-responsables de la production, eh bien, la condition pour qu'il y ait évaluation, c'est qu'elle n'ait aucune incidence immédiate sur mon statut. Et puis qu'elle ne puisse avoir aucune incidence négative à terme, puisqu'on ne peut pas baisser en qualification. L'évaluation qui sera faite dans 10 ans de mon travail, elle ne pourra que améliorer ma qualification. Ou au contraire dire, bah non, mais nous resterons avec la même qualification, il n'y aura pas de progrès en qualification, mais il n'y aura pas de baisse de la qualification. Pour moi, c'est très important. Il est 22h05, vous êtes toujours en direct sur Droit Citoyen. Ouais, et je fais une petite pause pour dire qu'on a lancé un sondage pendant que vous parliez, notamment salaire à vie, êtes-vous pour ou contre? Donc pour l'instant, ça répond pas mal pour le pour, un petit peu pour le je ne sais pas. J'avoue que moi j'ai répondu pour le je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai pris... on t'a pas convaincu, Vincent. Non, c'est pas que vous m'avez convaincu, mais c'est en fait compte, c'est que Bernard, il envoie plein d'infos, quoi. Je vous montre, je sais pas si on voit ma fiche, mais je prends des notes. Je prends des notes et je peux vous assurer que je fais attention à ce que vous dites. Notamment, moi, j'ai placé tout en haut. Enfin, bizarrement, je sais pas si c'est comme ça qu'il faudrait faire, mais tout en haut, on a l'impression que la bourgeoisie, elle est au-dessus de tout. Et entre la bourgeoisie et la société, donc les salariés, nous, on est au milieu, enfin, on est tout en bas. Et entre la bourgeoisie et la société, donc les salariés, il y a l'État. Est-ce que je me trompe ou pas? Bah, oui, on peut. Encore une fois, je ne suis pas un spécialiste de l'État, hein, et comme je ne suis pas un chaud partisan de l'État, je n'ai pas beaucoup travaillé la question. On me le reproche d'ailleurs. Peut-être que Pierre a une autre opinion et souhaite au contraire de l'État. Entre les deux, non, parce que ça voudrait dire que l'État essaye de faire correspondre les intérêts de la bourgeoisie et ceux de la population. C'est ce qu'on a l'impression de comprendre en ce moment, justement, depuis l'arrivée de Emmanuel Macron à la présidence de la République. On a l'impression justement qu'il y a, on a l'impression qu'on a un président qui est plus pour ceux qui sont aisés, les bourgeois, et on met de côté une fois de plus les petits, donc ceux qui vivent de la précarité, ceux qui vivent des petits boulots. Et là, on s'en rend compte avec le coronavirus, puisqu'il y a quand même 11 millions de chômeurs partiels, sans compter ceux qui sont obligés d'être licenciés économiquement, puisque forcément, il va y avoir des entreprises qui vont être fermées. Bon, alors, le fait de, justement, moi, ce que j'ai apprécié, c'est qu'il a dit, c'est qu'en fait, à la retraite, on touche un salaire, on est à la retraite, donc on reste quand même productif de quelque chose. Et peut-être qu'inversement, on pourrait prendre ce modèle-là en disant, à la retraite, justement, on touche de l'argent et on continue à produire quelque chose. Donc, ce serait aussi peut-être le modèle de se dire, on devrait faire de même pour tout le monde. On devrait tous avoir un minimum. Alors, je ne vais pas parler du revenu universel, puisque Nicolas, il n'aime pas du tout. Mais si on devrait... tu peux en parler quand même, Vincent. Ouais, mais moi, ce que ce que j'ai apprécié, c'est justement, c'est que quoi qu'il en soit, on remet la valeur du salarié. Vous avez parlé d'indépendance, vous avez parlé qu'on peut rebondir du fait justement que même si on n'a pas de réussite dans un projet pour lequel on a envie de s'investir, notamment ouvrir son restaurant, ça marche pas, il n'y a pas de clients, et on peut pas payer les fournisseurs, c'est pas grave. À la limite, c'est pas un échec, n'est pas une fin en soi. Au contraire, c'est une expérience enrichissante. On peut aussi en sortir encore plus enrichi. La qualification, être producteur de quelque chose, et alors justement l'évaluation constante de mon travail, il l'a dit en fait, c'est que c'est comme nous en fait avec Droit Citoyen. Là actuellement on a plus de 50 personnes qui nous suivent en direct. Si l'émission elle n'est pas intéressante, on aurait 10 et 5. Donc la productivité de ce qu'on fait là ce soir, elle a un intérêt justement, elle a une valeur en fait. Alors peut-être le point central, je crois, qui est pas évident. Tu l'as dit. C'est très technique, hein. Mais
comment le fait d'être reconnu comme producteur de valeur, ça veut pas dire qu'on est obligé de produire. Enfin, on fait tout le temps référence à, et y compris même sur l'évaluation, quelque part un peu, tu viens de le faire, on fait référence au monde qu'on connaît, celui dans lequel on vit. C'est pas évident, il suffit pas de le dire. Bon, pour moi, ça devient clair, mais parce que j'ai vraiment beaucoup écouté, réfléchi à ces choses-là. J'en ai discuté il y a pas longtemps avec deux potes, et c'était vraiment pour eux, c'était pas évident. Il y avait quelque chose de l'ordre de, c'était pas évident que quand on est postulé comme producteur, justement, ça nous libère en fait. Il y a quelque chose, je sais pas le dire, j'ai pas su les convaincre en fait. Il y avait quelque chose qui était, je sais pas si ça tient au monde dans lequel on vit. Pour moi, c'est devenu de l'ordre de l'évidence, le fait que c'est un statut politique qui englobe des droits. On le voit bien dans la vidéo en fait par rapport au revenu universel où c'est juste on te file ton quitus et puis tu nous fais pas chier, et en dessous il y a tout un tas de droits en fait sur le salaire à vie, notamment le droit de décider de la production collectivement, mais constitutionnellement, ou peut-être ça serait à mettre dans les droits de l'homme quelque part, un truc comme ça, le droit le droit d'avoir la propriété d'usage de son outil de travail et le droit d'être reconnu comme porteur de droits économiques, en fait, rajouter des droits économiques dans les droits de l'homme et du citoyen, quelque part. C'est peut-être pas nous postuler comme producteurs, peut-être finalement, c'est nous reconnaître des droits économiques. Et ça nous libère. Mais tu l'as dit, Bernard, mais je sais pas si on peut le redire, Linda ou Pierre ou Bernard, comment... Alors, pour moi, pour vraiment vulgariser de comment je le comprends, c'est un peu, par exemple, dans l'associatif. Voilà, associatif. Tiens, je vais donner des cours de dessin. Voilà, c'est une activité, c'est un travail, voilà, c'est une valeur. Je peux aussi, et bon, à côté, je donne aussi des cours en école d'art. Et là, j'ai un salaire. Et là, c'est pas tip top, parce que justement, quand on parle de suivi, de contrôle en fait de notre travail, quand je suis dans une association, et ça me rejoint un petit peu ta question, Pierre, c'est qu'en fait, on est responsable. Comme vous le dites, Bernard. Et c'est ça, on est extrêmement responsable parce que c'est notre volonté et qui s'avère que généralement les gens sont nettement plus ponctuels, par exemple, que dans mon école, où moi c'est un truc qui m'avait beaucoup surpris au début, personne n'est ponctuel. On le demande aux étudiants, mais ma directrice, c'est toujours un quart d'heure, 20 minutes de retard. Mes collègues, pareil. C'est quand même quelque chose qui est surprenant. Et là, par contre, parce que c'est une école d'art publique, hein, donc on est en plus dans du fonctionnariat, ça, c'est des choses qui passent complètement à la trappe. Moi, je connais même quelqu'un qui, c'est vraiment l'art et la manière d'avoir l'air occupé. Alors, c'est la grande question, mais qu'est-ce qu'il fait en fait vraiment dans son job? Donc, voilà. Et pour moi, le salaire à vie, c'est vraiment arriver à nous libérer de ce truc de la pression du management du travail, de la surveillance pour le coup et même pas du contrôle, et qui peut nous permettre au contraire d'aller au travail le cœur serein, de faire ce que l'on a envie de faire, de le faire bien. Si on n'est pas bon, effectivement, comme dans la vidéo d'ailleurs, il y a l'exemple du restaurateur, s'il n'est pas bon, soit on va lui donner de la formation, soit au contraire, on va fortement lui conseiller de changer d'orientation. Mais le salaire à vie, d'avoir les 2 000 € par mois permet ça, de se dire ok, je n'ai pas la peur au ventre parce que j'ai un crédit, parce que j'ai ci. Alors bon, dans salaire à vie, effectivement, la propriété n'est plus là, mais il n'empêche parce que j'ai des enfants à nourrir, de me dire tiens, non, là ce temps-là, je peux le prendre pour refaire du réseau, pour penser, juste penser, pour rêver, etc., et me remettre dans une société. Pour moi, c'est ça vraiment le salaire à vie. Est-ce que je peux rebondir sur une question d'ailleurs là-dessus, parce que tu as parlé des enfants et Bernard Friot tout à l'heure, vous avez parlé aussi du statut de parent et des ouvriers et de la convention collective qui accordait des heures de travail rémunérées pour les parents. Et c'est ce qu'on a aujourd'hui encore avec les allocations familiales en France. Je vois pas cette partie dans le salaire à vie, mais c'est peut-être juste dû à la vidéo. Il me semble que pour les ouvriers dont vous avez parlé, la reconnaissance du statut de parent, c'est une reconnaissance d'utilité publique pour laquelle aussi on donne une certaine rémunération qui permet d'élever ses enfants, etc. Donc on attache par cet argent, non pas quelque chose à la personne. Vous avez dit la personne, oui, donne de l'argent. Pour moi, c'est pas la personne.
c'est son rôle dans la société de parent qui est rémunéré pour ce moment-là. Et c'est aussi un peu la même chose pour la retraite. Le principe, je vais mettre mon micro en face, le principe de la retraite aujourd'hui qui part d'une fraction de salaire, c'est un moment de la vie où on reconnaît que la personne, aujourd'hui, quand elle est en retraite, n'est plus obligée d'avoir une participation active à la société si on considère qu'en fait, elle n'est plus en capacité physique de le faire. Et chose qu'on ne retrouve pas dans le salaire à vie, puisqu'en fait, la qualification ne fait qu'augmenter, la paye aussi, puisqu'on parle finalement de la qualification de la personne. Donc, voilà, c'est mes deux questions. Est-ce qu'on peut aussi se poser la question de l'utilité d'une personne dans la société, par exemple pour le fait de faire des enfants, ça c'est éminemment politique. Et puis, pour le fait d'être à la retraite, je vois pas pourquoi est-ce que le niveau de qualification continue d'augmenter, puisque il s'agit plus d'une production dans le même sens, mais bien d'un moment de la vie où on considère que la personne peut être en repos total et que ce sont les autres qui lui doivent assistance, exactement comme l'enfance. Démarrons par la retraite, puisque c'est un point qui est très controversé depuis Rocard, disons, enfin depuis Séguin en 87, Rocard en 91. Là, Pierre, je ne peux pas être d'accord avec vous lorsque vous identifiez, peut-être que c'est mon âge qui me pousse à cela, que vous identifiez les retraités aux enfants, d'accord, parce que précisément, c'est là, d'un point de vue anthropologique, la limite du capitalisme, hein, la limite du capitalisme qui ne nous reconnaît comme producteurs, comme contributeurs à la production de valeur économique, que à certains âges de la vie ou dans certaines circonstances, et puis qui, par exemple, a inventé, mais de toutes pièces, j'ai vu cette invention, moi, parce que j'ai enseigné à l'université de 71 à 2009, les mesures jeunes, hein, l'insertion des jeunes, les SIVP, les TUC, les emplois jeunes, les contrats de solidarité, les services civiques, en fait, toutes ces saloperies par lesquelles on a nié le droit au salaire pour les jeunes, on a dit, ben non, ils s'insèrent, ils ne sont pas encore travailleurs. Alors, on les fait bosser pour rien, d'accord. C'est comme ça que il y a une période d'insertion et qui peut être tolérée, hein, dès lors qu'on a comme imaginaire anthropologique, hein, l'imaginaire capitaliste. On est travailleur lorsqu'on fait telle tâche validée socialement comme productive. Et pour moi, la situation des retraités est aussi scandaleuse que celle de l'insertion, si par retraite, on entend le fait de ne plus être au travail. Alors les jeunes, eux, jusqu'à 35 ans, sauf exception, sont en train de s'insérer. Hein, ils n'ont pas droit au salaire à la qualification tel qu'il a été conquis au XXe siècle. Ils ont droit à soit aux mesures dont j'ai parlé, soit des contrats à la tâche, hein, des CDD de mission, enfin toutes ces histoires où on retourne au salaire à la tâche, qui est le cœur du capitalisme, hein, comme je l'ai dit, hein, reconnaître des besoins pour faire telle tâche, c'est ça la rémunération capitaliste. Les retraités, eux, ils seraient après, hein, ils seraient après le travail. Les jeunes, ils sont avant, les retraités, ils sont après. Et alors, ils auraient droit au repos. Mais je refuse totalement le droit au repos. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça veut dire le droit à l'irresponsabilité économique, le droit à être marginalisé dans le bénévolat, le droit de ne plus être responsable de l'éducation, mais en revanche de faire du soutien scolaire, le droit de ne plus être responsable de la production alimentaire, mais de faire de l'aide alimentaire. Enfin, le droit d'être bénévole pour accompagner toutes les erreurs et du capitalisme, enfin, et les situations de pauvreté générées par le capitalisme. C'est ça mon truc. Ben non, jamais, vous ne me ferez jamais accepter d'être
de relever de la solidarité intergénérationnelle, que d'autres produisent de la valeur pour moi, qui suis de 60 ans à ma mort, comme ça, une espèce de no man's land, honoré pour ce que j'ai fait, mais nié pour ce que je fais, et puis invité à me calmer, invité à mais Bernard, t'as prouvé ton truc, t'as assez fait, écoute, calme-toi, place aux jeunes. Toutes des conneries que je refuse, mais complètement avec toutes mes tripes. J'entends bien être au travail jusqu'à ma mort, c'est-à-dire être en responsabilité vis-à-vis du bien commun jusqu'à ma mort. J'ai inventé, à travers les conférences gesticulées, des formes nouvelles de transmission, inventé à travers la sécurité sociale de la culture, des formes nouvelles de statut du producteur culturel, enfin, etc., etc. J'entends bien être en permanence en responsabilité. D'ailleurs, c'est le titre de ta deuxième conférence gesticulée. Oui, j'entends bien, je sais plus quoi, définir, décider au travail jusqu'à ma mort. Cette définition n'est compatible que pour une certaine, je vais pas dire caste, parce que ce serait trop polémique, en tout cas une certaine catégorie sociale, au sens INSEE, pour rester en termes politiquement corrects. Je ne pense pas qu'un ouvrier du bâtiment ou quelqu'un qui a fait des travaux physiques pénibles ait forcément la même ambition ou la même capacité à continuer à œuvrer à certaines choses et à la société. Sauf à supposer qu'il se résume à son travail, en fait, alors que les gens sont plus complexes que ça. Un ouvrier du bâtiment peut être poète aussi. Et il peut continuer à la poésie après. Là, on a aucun problème. Aucun problème. Je parle d'une non-obligation sociale. On a parlé tout à l'heure, et Bernard en a beaucoup parlé, vous en avez beaucoup parlé de la nécessité d'avoir une surveillance, en tout cas une évaluation permanente. Pour moi, la retraite, mais je comprends bien du coup mon erreur de lecture du salaire à vie. Pour moi, la retraite, c'était le moment où il n'existait plus de pression au fait qu'on allait subir une évaluation de la part des autres. C'était ça pour moi la définition de retraite. Moi, je suis pas fan de l'idée d'évaluation, mais quelque part, si on évalue tout le temps, on n'évalue jamais, toujours, jamais, c'est très proche en fait. Hein. À partir du moment où on est sécurisé, c'est ce que disait Bernard, tout le temps, toujours, je sais pas si... oui. Puis je pense qu'il y a quand même une différence en la façon d'évaluer quand on est en début de vie que quand on est à 80, 90 ans. Je pense pas que dans une pensée d'évaluation du salaire à vie, on le gère tout à fait. Tu trouves les bouquins de Bernard moins bons dernièrement? C'est ça que tu es en train de dire? C'est ce que dit Jérémy qui... Non, mais c'est simplement que je pense, on peut mettre les attentes peut-être légèrement différentes, ne serait-ce parce que le corps, pas du tout pour Bernard. Justement, est-ce qu'on peut travailler jusqu'à sa mort avec un âge très avancé? Ce que tu disais d'ailleurs, Pierre, c'est que quand tu parles des ouvriers, par exemple, il y a l'exemple type du facteur cheval qui a fait son palais idéal, mais très très longtemps, quasiment jusqu'à sa mort même. Il y a quand même beaucoup d'ouvriers. Saint-Étienne, c'est plein rempli de jardins ouvriers. Et c'est là où d'ailleurs beaucoup d'ouvriers vont finir leur retraite à s'occuper de leur jardin, à faire une production qui est effectivement pour eux, pour leur famille, pour les voisins, enfin, pour avoir vu. Souvent, ils produisent trop. Hein, ouais. Ah oui, c'est colossal. C'est des jardins, mais en plus magnifiques, au cordeau, etc. Quand tu arrives en débutant, je peux dire que ton enfant des vertes et des pas mûres. Mais voilà, ça, c'est quand même une vision qui est très un peu fermée là-dessus, je trouve. Sur un discours de dire Bernard, un discours de classe là-dessus. Je ne pense pas du tout, et je trouve que c'est en plus beaucoup d'évaluer ce que peut être l'ouvrier, et je trouve que c'est presque une façon pour toi de positionner ta classe par rapport à eux. Et moi, c'est quelque chose dont je me suis rendu compte dans le mouvement Gilets jaunes. Je suis artiste, moi, je côtoie quasiment que ce monde-là. C'est la première fois que je rencontrais vraiment des gens qui sont dans le BTP, qui sont terrassiers, beaucoup de femmes de ménage, etc., etc. Et d'un coup, j'avais une vision un peu restreinte qui a voulu un éclat. Je lui dis, mais quel imbécile j'ai pu être. Et beaucoup de jugements. Et d'ailleurs, c'est même ma façon de parler, la façon qu'on a tous, par exemple, de s'exprimer. C'est en discutant avec un gilet jaune qui, à un moment donné,
c'est énervé, enfin, c'est énervé. Il me dit, mais de toute façon, on peut pas discuter avec toi parce que tu emploies tes grands mots. Et puis bon, il y avait Nico pas loin. Vous nous embrouillez avec vos grandes phrases. Et d'un coup, pour moi, ça a été hyper déstabilisant de me rendre compte que c'est quelqu'un, en fait, c'est presque nous d'habitude qui allons reprocher à la classe prolétaire il n'y a pas un savoir, c'est difficile de parler et voilà, de rabaisser, enfin, de pas être forcément très naturel, souvent un peu condescendant d'ailleurs. Et là, la condescendance était presque à l'inverse. Et moi, j'ai trouvé ça, enfin oui, je suis partie à la limite de pleurer tellement ça m'a heurté, mais vraiment. Donc voilà, et c'est plus on se parlera, c'est quand même la force du mouvement Gilets jaunes, c'est quand même plus on se parle les uns les autres, et plus voilà, pour reprendre le vocabulaire de Nico, l'éthos bourgeois, notre éthos bourgeois, et quel que soit notre niveau dans la classe, dans les classes sociales, il y a des prolos qui ont un éthos bourgeois mais ultra fort. Et des bourgeois qui ont un ethos bourgeois pas hyper fort. Mais voilà, c'est comme ça que petit à petit, on peut arriver à se parler et puis surtout à se rencontrer et devenir juste des gens. Et finalement, en gilet jaune, c'est quelque chose qui finalement est très naturel. C'est qu'on parle quasiment jamais de nos boulots. C'est jamais la question qui est posée. D'ailleurs, moi, la plupart des gens que je côtoie en gilet jaune, je ne sais pas leur travail. Alors, je les vois tous les samedis, on blabla tous les samedis, voire même plus. Et qu'à un moment donné, c'est plutôt, ça finit presque, c'est quoi tes centres d'intérêt? Et pour moi, le salaire à vie, c'est ça. C'est reposer la question, c'est quoi ton centre d'intérêt? Donc, tu vas aller dans tel travail ou tel travail, etc., etc. Peut-être pour appuyer dans ce sens-là et te laisser répondre, Bernard, mais rapidement, toi, tu fais la différence entre diplôme et qualification. Peut-être ça peut aider aussi sur ce sujet-là, je ne sais pas. Oui, ça c'est la différence entre, je ne suis pas sûr que ça aide là-dessus, enfin c'est la différence entre travail concret et travail abstrait. Hein. Le diplôme, il atteste que son titulaire sait faire tel travail concret, qui sait soigner, qui sait faire de la comptabilité, enfin, etc., n'importe quoi. Bon, la qualification, encore une fois, ça va être la même, quel que soit le travail concret que l'on fait, dès lors que le poste qu'on occupe ou le grade que l'on a est supposé produire le même niveau de valeur économique. Enfin, accompagner la production du même niveau de valeur économique. Mais pour revenir à ce que disait Linda, moi, je pense que, encore une fois, le mot central pour moi, c'est responsabilité. Donc, on peut, bien sûr, être responsable à partir de nos centres d'intérêt, hein, c'est tout à fait, et autant que possible, justement, être en capacité, y compris, de changer de centre d'intérêt, hein, parce que nos trajectoires de vie peuvent modifier complètement le type d'activité que nous allons faire. Moi, il se trouve qu'en ce moment, je suis en train d'accompagner un de mes fils dans de la charpente et de la maçonnerie. Je trouve ça absolument passionnant et je suis content que mon salaire me permette précisément d'avoir cette activité nouvelle sans m'inquiéter du lendemain et finalement d'être en capacité, évidemment, en me formant auprès de personnes qui, elles, le sont, de développer d'autres éléments de ma personnalité qui n'avaient pas été jusqu'ici. Mais dans l'évaluation et dans la responsabilité. L'évaluation, les voisins, ils regardent comment on fait le toit. Hein. Ils savent tous faire un toit et nous sommes dans un petit village et on n'a pas intérêt à déconner. Hein.
la responsabilité, mais c'est que le devenir de ce petit village dépend collectivement de la qualité de l'habitat, de la qualité de tous les espaces collectifs, etc., etc. Nous avons une responsabilité que nous assumons, et encore une fois que nous ayons un droit politique attaché à notre personne qui reconnaissent notre capacité à assumer des responsabilités n'est pas une injonction à faire telle chose. Je pense que là, nous partons de l'injonction, mais en même temps, c'est vraiment une invitation à assumer des responsabilités. C'est le capitalisme, quand il nous déresponsabilise, finalement, tout en nous culpabilisant en permanence, bien sûr, en nous menaçant de licenciement, d'échecs professionnels comme travailleurs indépendants, etc., etc., il ne nous incite pas du tout à participer aux décisions, mais pas du tout, en matière où on va implanter telle ou telle activité économique, pourquoi faire, quelle est son utilité, pourquoi là, avec quels rapports internationaux, de commerce on va le faire, etc., etc. Là, nous sommes invités à fermer notre gueule sur tout cela, et on est infantilisé totalement là-dessus. Est-ce que c'est le capitalisme ou est-ce que c'est le libéralisme? Parce que, à mon sens, ce que vous décrivez, c'est plutôt le fait de se cacher en permanence derrière le marché qui décide à notre place ce qu'on doit faire ou on doit implanter. Là, on parle de responsabilité politique et de décision collective de faire quelle activité à quelle place. Mais actuellement, il y a une partie de ces décisions qui sont détenues par le capital, certes, avec des décideurs qui ont des capitaux à investir où ils le souhaitent, mais j'ai l'impression qu'aussi une bonne partie de ces décisions sont en fait imposées par le marché. Moi, je n'ai pas une compétence suffisante pour être très affirmatif sur le fait la poule. Ce que je constate, c'est que n'arrivent sur le marché que des produits qui ont été calibrés pour mettre en valeur du capital. Donc, la dictature du marché, ça me paraît, ou la décision par le marché, ça me paraît, oui, ça arbitre entre le fait que c'est Carrefour et non pas Lidl qui va me vendre des pizzas. Là, il y a un conflit de marché entre Carrefour et Lidl sur la pizza. Mais la pizza que j'achète à Carrefour, c'est la même que j'achète à Lidl parce qu'elle a été produite pour mettre en valeur le capital des actionnaires, qui d'ailleurs passent de Carrefour à Lidl sans aucun état d'âme. Donc, le marché a un rôle dans la compétition intercapitaliste, oui. Que le marché décide de ce qui est produit, non. Ça, je n'y crois pas. N'arrive à la production, n'arrive que ce qui a été déjà calibré, comme je l'ai dit, pour mettre en valeur du capital. Je sais pas quoi, prenez n'importe quoi, un instrument de déplacement, ça va être une bagnole et non pas du train, parce que c'est la voiture et non pas le train qui met en valeur du capital. Il n'y a pas de choix marchand entre la voiture et le train, il y a une décision du capital. Et le type de voiture qui va arriver sur le marché, c'est pas les acheteurs qui en décident. Quelques contacts que j'ai avec des ingénieurs du centre de recherche d'un grand constructeur automobile montrent leur exaspération devant le fait que tout ce qu'ils proposent est refusé parce que pas rentable pour l'actionnaire. Donc, c'est bien, n'arrive comme type d'automobile sur le marché que ce qui est rentable pour l'actionnaire et non pas ce qui correspond à des besoins exprimés par des producteurs ou par des consommateurs. Ouais.
Moi, j'aurais, bah, c'est la seule réserve que j'ai par rapport à ton travail, Bernard, c'est la responsabilité individuelle. Mais alors, c'est un débat philosophique. Moi, je crois pas trop au libre arbitre. Je pense que c'est une fiction nécessaire, mais et du coup, ce point-là de ton raisonnement me paraît euh, intéressant, mais peut-être à étoffer. Et moi, je rêverais d'un débat. Je sais pas si j'imagine que tu connais Emmanuel Todd et sa vision macro-anthropologique. En fait, j'adorerais. Je sais pas si nous écoute, si quelqu'un nous écoute et connaît Emmanuel Todd, qui lui fasse passer l'invitation. On est prêt à organiser un débat, dialogue même peut-être plutôt entre Bernard et Emmanuel Todd. Moi, j'adorerais personnellement. Après, je pense que c'est intéressant aussi globalement. Aude Lancelin mais nous a cette invités question-là, elle est un ensemble peu... aux médias il y a quelques mois. Des mois, Ah, mais il n'est pas venu. Ensemble Si dans une émission, lorsqu'Aude Lancelin était aux médias avant Ah, je qu'il l'ai pas vu. soit accugé, et non pas le KG du quartier général. Eh oui, c'est presque pareil. Ouais. Mais c'est pas pareil. Du quartier général d'Aude Lancelin. Sinon, on a une question qui me semble intéressante. Deux questions. Peut-être Linda, ça rejoindra. Il y a Mehdi qui pose la question de quel dispositif marche à suivre hors état peut déclencher aujourd'hui une reprise de ce chemin, de cette forme pragmatisme. En gros, je pense que sa question c'est il dit quels sont les signes ou mouvements qui se rapprochent le plus? Où est-ce que tu vois ton idée éclore? Alors, il y a Réseau Salariat, mais d'où ça peut partir? Peut-être il y a des choses que tu proposes via Réseau Salariat. Moi, peut-être l'idée qui me plaît le plus en dehors de la sécurité sociale, de l'alimentation, de la culture, etc. Je crois vraiment que c'est la retraite. Toi, tu proposais la retraite à 50 ans. Peut-être 55, peu importe, mais il me semble que ça peut être plus porteur, peut-être encore que ces bouts de sécurité sociale. Je ne sais pas si j'ai exprimé clairement sa question, Linda, peut-être si tu l'as. Oui, parce que moi, j'ai pas compris comme ça cette question. J'avais plutôt compris. D'accord, bah, très bien. Ouais. Voilà, qu'est-ce qui est déjà en train de se mettre en place aujourd'hui, mais de façon concrète, hein, pas dans l'éducation populaire ou dans les idées, mais de façon concrète dans la société. Voilà. Ah bah, par exemple, lorsque tu faisais allusion à la sécurité sociale de l'alimentation, ce projet-là s'appuie sur du concret déjà là, c'est-à-dire toutes ces alternatives, toute la filière de l'alimentation. Il y a déjà des quantités d'alternatives qui produisent bio, qui font des outils et des ingénieurs qui font des outils agricoles réparables, des distributeurs qui sont complètement émancipés de la grande distribution, des restaurateurs qui sont dans un souci de restauration vraiment au service d'une alimentation saine, enfin, etc. Nous avons des brasseurs artisanaux, enfin, nous avons déjà des quantités d'alternatives de gens qui sont décidés à sortir la production agricole de l'agrobusiness, à sortir de sa logique capitaliste. Dans tous les domaines, prenez les logiciels libres, prenez la culture, prenez la production de l'éco-construction, la production d'énergie. Nous avons dans tous les domaines des alternatives aujourd'hui qui pour moi sont du déjà là communiste. Si encore une fois par communiste on entend ce mouvement d'appropriation du travail par les travailleurs eux-mêmes. Nous avons maintenant, je suis même très émerveillé du nombre de jeunes qui sont en dissidence vis-à-vis du capitalisme, enfin, qui sont décidés à pas produire de merde pour le capital. Alors, ils sont souvent marginalisés, ils se retrouvent au RSA ou dans des dispositifs de survie, et on ne fait pas société à partir de héros. Donc, il faut trouver des institutions macroéconomiques qui permettent à ces alternatives
de sortir de la marginalité ou de la récupération. De la récupération toujours possible, parce que les Xavier Niel qui rachètent La Ruche qui dit oui, ou etc., dès que le business model est trouvé, dès que la R&D, dès que la recherche et développement a été faite quasi gratos sur des plateformes collaboratives, aussitôt vous avez un troll capitaliste qui arrive et qui achète. Hein. C'est la capacité du capital à récupérer toutes ces initiatives dissidentes, elle est totale. C'est bien pour cela qu'il faut absolument des institutions macro qui permettent à cette dissidence, à ce communisme alternatif ici et maintenant. Hein. Là, nous avons évoqué le communisme alternatif à travers la fonction publique, à travers le régime général de sécurité sociale. On aurait pu parler de la nationalisation de DFGDF, etc. Mais là, il y a aussi un communisme alternatif en train de se construire dans l'ici et maintenant de toutes ces alternatives et qu'il faut fédérer, dont il faut trouver le support par des institutions macro. D'où, effectivement, la sécurité sociale de l'alimentation, d'où des éléments de ce genre auxquels nous travaillons à Réseau Salariat. Mais pas que, parce que nous travaillons aussi avec des éléments de la Confédération paysanne, par exemple sur l'alimentation et autres, bien sûr. Vincent me signale qu'on a bientôt plus de batterie. Alors, il nous reste... Sur la régie, je précise. Sur la régie. Donc, si vous, peut-être Linda, Pierre, et puis un dernier mot pour Bernard, une petite minute chacun, que Vincent, tu puisses conclure. Moi, je propose qu'on fasse une prochaine émission avec Bernard et Emmanuel Todt, si c'est possible, mais peut-être sinon juste avec Bernard et puis plein de gens peut-être de Réseau Salariat Saint-Étienne et Grenoble déjà qui auraient peut-être plein de questions à te poser. Bernard, si jamais ça t'intéresse, je te fais la proposition. Bien sûr, évidemment. Linda et Pierre, si vous avez un petit mot de la fin, une petite question à laquelle on pourrait répondre vite, mais c'est compliqué. Ouais. Vite, non, moi c'était plus une petite discussion sur Facebook avec un anarchiste pur et dur qui disait que voilà le salaire à vie, mais non c'est pas bien parce que de toute façon les salaires ne sont pas lissés. Apparemment, c'est quand même un écart de salaire de 1 à 4. Pour lui, ça, c'était complètement unique. Et puis surtout, qu'en était-il de la porosité sociale? Et pour la petite anecdote supplémentaire, voilà, qui vous taclait au passage, hein, Bernard, dire, mais de toute façon, c'est un bourgeois qui parle. Voilà. Est-ce qu'en une minute, il y a quelque chose à dire là-dessus? Eh bien, le rapport de 1 à 3, hein, puisque on se bat pour un salaire qui démarre à 1 700 € à 18 ans pour tout le monde, et puis qui puisse aller jusqu'à 5 000 € maximum. Et qui même soit de 1 à 2 à partir de 50 ans, puisque la retraite à 50 ans permettrait d'avoir le salaire moyen, c'est-à-dire 2 300 € pour tous ceux qui seraient à 50 ans en dessous du salaire moyen, en dessous de 2 300 €. Et donc, du coup, un rapport de 1 à 2 à partir de 50 ans entre des gens qui auraient au maximum 5 000 € et qui auraient au minimum 2 300 €. Alors, on peut dire que ça n'est pas assez radical, qu'il faudrait le même salaire pour tous. Je n'y crois pas. Hein, je n'y crois pas pour la raison que il y a une violence dans la société. Il faut penser que les sociétés sont sans pouvoir. C'est une illusion. Et qu'une façon de gérer cette violence, c'est la monnaie, et qu'une façon de gérer par la monnaie, c'est la hiérarchie des salaires, qui certes exprime cette violence. Qu'est-ce qui permet de dire que quelqu'un est 3 fois plus contributeur qu'un autre? Nous sommes là dans la violence, mais on peut en permanence euphémiser cette violence par des critères de qualification en permanence discutés, et puis réduire la hiérarchie. Mais c'est déjà, passer d'une hiérarchie de 1 à 10 000 comme aujourd'hui à 1 à 3, enfin, c'est déjà considérable. Enfin, évidemment. Pierre, très vite. Alors moi, très vite, j'ai beaucoup apprécié la discussion, et puis Bernard était très facile d'accès, et donc c'était super chouette. En effet, le salaire à vie propose une alternative aujourd'hui pour améliorer les choses pour une majorité de gens, ça c'est sûr, puisqu'il s'agit évidemment, je pense qu'une majorité de gens sera gagnant avec ce système. Je pense que ça a le mérite aussi, de toute façon, de montrer de façon visible, en montrant cet exemple de salaire à vie, des choses qui déconnent dans la société actuelle. Donc, on a parlé là
des gens qui possèdent ou qui ont des salaires énormes, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi toute la possession actuellement du capital. On pourrait parler de monnaie, on pourrait parler de prix, on pourrait parler de plein de choses. Et l'exemple du salaire à vie, la vidéo est intéressante parce qu'elle met en exergue des choses qui déconnent et dont on va de pire en pire en ce moment. Et toutes les lois qui sont faites depuis 45, à mon sens, vont plutôt dans le sens du retour en arrière au 19e siècle avec le mode du tâcheron, on en a parlé, et donc la toute-puissance de celui qui possède du capital sur celui qui n'a que sa force de travail. Et on en est là. Et il y a même un modèle, à mon sens, un modèle de société européen libéral qui va dans ce sens-là et qui ne fait que s'accélérer avec des possédants de capital. C'est pour ça que l'Allemagne a fait sa réforme des retraites, notamment pour faire que les retraités riches aient du capital plutôt qu'une retraite par répartition, à mon sens. C'est pour scinder la société entre ceux qui possèdent et qui ont le capital et qui méritent et que les autres travaillent. Donc, enfin, le principe du salaire à vie, il permet de mettre ça en place. Après, moi, je ne sais pas si il faut aller vers un système de salaire à vie qui est une révolution complète de la manière de fonctionner, ou s'il faut plutôt partir de cet exemple pour remettre les barrières à la société actuelle qu'elle a eu à une certaine époque, ou même en mettre d'autres, mais tout en gardant une logique de marché. Finalement, regardez cet exemple-là pour remettre les barrières où elles sont, où elles devraient être, pour permettre à chacun de s'épanouir dans une société tout en servant l'intérêt général. Oui, moi je suis pour... Non, il faut au contraire mettre une logique de marché là où il n'y en a pas. Encore une fois, je récuse la définition du capitalisme comme le système de marché. Je pense que la marchandise, le marché, peut être une forme d'allocation des ressources tout à fait pertinente dès lors que ce n'est pas de la marchandise capitaliste. Dès lors que ce qu'on produit n'est pas produit pour faire du profit, mais que l'on produit parce que des producteurs collectifs, disons, ont décidé cette production. Le fait qu'elle soit marchande et non pas dans la gratuité généralisée me paraît tout à fait légitime. Je suis pour la gratuité et l'extension de la gratuité au-delà de la santé, de l'école, aux premières consommations d'énergie, au transport de proximité, enfin un certain nombre de choses. Mais je pense que indépendamment du fait que je n'ai pu qu'aborder très brièvement qu'il y a du tragique dans la société, que la monnaie exprime et permet en même temps de gérer, je pense que le marché peut être un allocateur tout à fait pertinent de la ressource, dès lors que la marchandise capitaliste a disparu. Eh bien, merci. Tout le monde a... Linda, est-ce qu'elle a dit quelque chose ou pas? Nicolas. Moi, j'en aurais plein et puis pas d'autres. Juste ce qui est redit là, on a souvent à l'image, même moi qui ai une culture marxiste quand même assez développée, l'image tutélaire est un peu trop prégnante de l'URSS et on a tendance à confondre. Le communisme, c'est pas étatiste, c'est pas nécessairement anti-marché, en tout cas dans la vision de Bernard, mais voilà. Donc il y a plein de choses qui paraissent évidentes quand on regarde l'histoire qu'on nous a vendue dans les films américains. Le communisme, c'est pas cette caricature cinématographique, en fait. J'espère qu'on a pu le démontrer ce soir. Alors, le résultat du sondage qu'on a diffusé tout à l'heure en direct, salaire à vie, êtes-vous pour, contre, je ne sais pas. Donc, le résultat sur 44 votants, 68% pour, 11% contre et 20% je ne sais pas. Vous en pensez quoi, Bernard? Pas mal. Ça va? Quand j'estimais que sur 3 cours, 2 étaient bons, ça allait. Donc là, nous sommes dans les 2 tiers, donc je suis dans le pourcentage qui me va très bien. Parfait. En tout cas, merci de nous avoir consacré de votre temps pour cette soirée. Merci à Pierre de la chaîne Décoder l'écho. Merci à Linda. Merci à Nicolas. On mettra tous les liens, bien entendu, demain sur la vidéo. Merci de nous avoir suivis. Nous étions en direct sur Droit Citoyen, le média libre et citoyen sur la web radio, et en direct sur Facebook. Retrouvez d'ailleurs le replay de cette vidéo juste après, et vous la retrouvez également sur notre chaîne YouTube. Passez en tout cas une très bonne soirée. Merci de nous avoir suivis. Soutien à nos blouses blanches. Et à très bientôt sur Droit Citoyen. Bonne soirée. Bonsoir, merci Vincent. Avec plaisir. À très bientôt. Merci à Pierre. J'ai fait la découverte. Merci beaucoup. Merci beaucoup Bernard d'avoir répondu à mes questions. Je précise qu'évidemment c'était moi le méchant dans cette émission. Allez, on est toujours en direct quand même. On quitte quand même avec Compagnie Jolie Môme. Je sais pas si vous vous souvenez, on est là. Ouais, voilà. Ouais, elle est superbe cette chanson. Bon, allez, on se reprend juste après. Très bonne soirée à vous tous.
Ça marche. On applaudit les soignants, mais pas le gouvernement. Solidaire à 100% des gens d'en bas. On est là, confinés, révoltés, on n'oublie pas qu'ils ont tout privatisé, tout vendu aux financiers. Ça ne se passera plus comme ça car on est là,